Une vieille folle, un baignoire... Un baignoire. J'ai écrit un baignoire, tout va bien. Une vieille folle, une baignoire remplie de sang et un homme dans l'encadrement de votre fenêtre, c'est le résumé des threads d'horreur terrifiants d'aujourd'hui. Alors, venez avec moi, let's go. La première histoire, c'est celle de Hannah, et elle explique qu'elle lui est arrivée au début de l'année. Il y a quelques années, elle sortait avec un homme pour qui elle avait beaucoup de respect. C'est une bonne personne, et de ses mots, il est en quelque sorte l'homme parfait. Son nom, c'est Noah. Et il traverse la mer avec un arche aussi, non? Putain, l'homme parfait, et puis quoi encore? Moi, je suis jaloux? Moi? Même pas. Et check son blast, c'est Noé et pas Noah, calmez-vous, bande de fous. Plus tard, ils ont rompu car elle a dû déménager pour commencer sa formation de magistrat. C'est ciao, l'homme parfait. Elle précise tout de même que c'était une rupture pacifique et ils ont gardé beaucoup d'affection l'un pour l'autre et sont toujours de très bons amis encore aujourd'hui. Même leurs familles sont amies et le sont restés après leur séparation. Coïncidence après drôle car Noah habite là où vivent les parents de Hannah et encore plus incroyable pour sa part, elle vit dans le même quartier que les parents de Noah. Et lui et elle entretiennent une relation amicale et bienveillante avec leurs parents respectifs maintenant. Au moment du Covid-19, elle ne peut pas aller voir ses parents pour Noël et le Nouvel An. Elle passe donc ses vacances avec les parents de Noah. Un peu chelou, mais ok. 2 semaines plus tard, en janvier, alors qu'elle quitte sa maison pour aller travailler, car elle est maintenant magistrate de métier, elle voit que quelqu'un a écrit des insultes à sa porte et que sa voiture est rayée. Son sang se glace et elle est complètement choquée. Elle nous explique qu'il faut savoir que les magistrats en France sont protégés. Les amendes et les peines de prison sont encore plus sévères lorsqu'une infraction est commise à leur encontre. Favoritisme, super. Sur le moment, en voyant ça, elle a un peu peur que cela soit dû à un cas sur lequel elle travaille. Même si elle s'occupe principalement d'histoire de terrain, de bâtiments et d'immobilier, elle se dit tout de même que les gens sont parfois fous. Elle essaie quand même de se rassurer car elle travaille sur des cas sans personnes dangereuses normalement. Après ça, elle contacte les flics, informe le tribunal, etc. Et elle nous explique que ce genre d'histoire n'est pas prise à la légère. La police découvre rapidement qui est la personne derrière tout ça. Une certaine Elsa. Et je parle pas de la meuf de Michou, hein, calmez-vous. À cette époque, en France, quiconque quitte son domicile après 19h sans autorisation est condamné à une amende de 135 €. La veille, quelqu'un avait été arrêté à 2 km de là et condamné à une amende. Les policiers font le rapprochement avec la plainte de Hannah et la convoquent pour lui montrer le visage de cette fameuse Elsa et lui demander si elle la connaît. Il lui montre une photo et elle voit une femme dans la soixantaine d'années. Son visage lui est inconnu, mais elle ne retire pas sa plainte. Allez hop la vieille, en tôle. C'est ciao. Une semaine plus tard, elle reçoit un appel de Noah qui la prévient qu'il rend visite à ses parents avec sa petite amie, avec qui il sort depuis 1 an. Hannah la connaît, elles sont toutes les deux amies sur les réseaux sociaux et c'est une personne qu'elle catégorise de normale. À cette époque, en France, pour se déplacer entre différentes régions, il fallait avoir un bon motif. Malgré ça, elle ne pose pas plus de questions que ça à Noah. Elle se dit qu'il veut juste voir ses parents et qu'il a trouvé une excuse pour venir. Le même soir, alors qu'Hannah rentre du travail, elle surprend la folle vieille dame de la photo que la police lui a montrée près de l'entrée de son immeuble. Elle a clairement l'air ivre. Hannah se prépare et se met sur la défensive, prêt à se battre si nécessaire. Hannah, elle va soulever la vieille. La vieille dame la traite de pute, et en plus de harceler Hannah, elle vient de me faire perdre ma monétisation. Super, merci la vieille. Elle continue à l'insulter en lui disant qu'elle est trop impliquée dans la vie d'un mec et que Hannah essaierait de séparer le mec de sa petite amie, sans jamais prononcer le nom du mec. Hannah ne lui pose pas de questions et la laisse parler, stupéfaite. Au bout de plusieurs minutes, Hannah commence à être furieuse et tout en se tenant à distance, parce que sinon elle va la démarrer, elle appelle les policiers qui arrivent rapidement et tente de calmer la vieille dame. Hannah est finalement invitée à monter chez elle avec quelques hommes car sa présence met en colère la vieille dame. Plus tard, elle apprend qu'elle a tenté de monter dans une camionnette mais qu'on ne lui a pas permis de conduire car elle était trop ivre. L'histoire s'arrête là mais ce n'est que quelques jours plus tard qu'elle apprend la vérité. Noah lui rend visite le week-end avec sa petite amie. Celle-ci lui dit qu'ils sont venus chercher sa mère qui a été déclarée démente. Apparemment, elle a failli agresser quelqu'un et la police a trouvé un fusil de chasse à l'arrière de sa camionnette chargé et prêt à être utilisé. Parce que vous commencez à faire le rapprochement. Un peu paniquée, Hannah lui demande si le nom de sa mère est Elsa et dans un moment de silence et d'étonnement, elle lui répond « Bah non, c'est la meuf de Michou ». Faut que j'arrête avec cette bague, elle a éclaté. Elle lui répond donc « Oui, comment le sais-tu » Et Hannah s'effondre, comprend tout et leur explique son histoire. La police et les médecins, de leur côté, pensaient qu'elle était juste folle et qu'elle voulait l'attaquer sans raison. Mais la petite amie de Noah explique que c'est parce qu'elle a passé Noël avec les parents de son petit ami, alors qu'elle ne pouvait pas le faire. Sa mère a très mal pris la nouvelle et elle avait peur que sa fille perde son petit ami. Du coup, elle voulait se débarrasser d'Hannah pour éviter le danger. Un peu extrême comme réaction, mais bon, ok. Aujourd'hui, elle préfère rire plutôt que de pleurer. La mère est maintenant sous traitement et Hannah a retiré sa plainte. Mais elle se demandera toujours ce qui se serait passé si elle avait voulu utiliser son fusil.
La deuxième histoire, c'est celle de Maria, et elle nous raconte d'après elle une histoire 100% vraie. Elle explique que dans son histoire, il n'y a pas d'apparition fantomatique et rien de surnaturel, mais qu'elle pense simplement avoir toujours été un peu plus sensible aux énergies dans son environnement que la moyenne, et c'est ainsi qu'elle justifie cette histoire. Yes, du paranormal, tout ce qui me fait me chier dessus. Bref, commençons. Alors qu'elle est plus jeune, elle et sa famille passent leurs vacances chez leur grand-mère qui tenait à l'époque un hôtel datant de 1907 en face d'une gare en Corrèze. Lorsqu'ils y sont, et comme à son habitude, leur grand-mère leur attribue généralement les mêmes chambres au fond d'un couloir au deuxième étage, à savoir la 26 pour les parents et la 27 pour les enfants. Ça va, c'est pas la chambre 212, tout va bien, pour ceux qui ont la ref. Tout y est normal dans cette chambre, il n'y a aucun problème excepté un détail près, la salle de bain. Maria a souvent une impression très désagréable dans cette salle de bain, qu'elle ne peut expliquer rationnellement et qu'elle ne saurait retranscrire fidèlement. Mais c'est comme un mélange de malaise profond et une peur sourde qui domine tous ses sens quand elle se trouve dans cette salle de bain. Même si elle n'a pas d'autre choix que d'aller aux toilettes dans cette salle de bain, elle reste toujours sur ses gardes et laisse la porte ouverte. Elle chie la porte ouverte quoi, super, l'odeur et tout, super. En revanche, une chose qu'elle n'aurait pu faire pour rien au monde, c'est de mettre ne serait-ce qu'un orteil dans la baignoire de cette salle de bain. Rien que la regarder lui provoque une pure panique et instantanément, un frisson lui parcourt l'échine et lui glace le sang jusqu'aux os. Elle se douche donc dans la salle de bain de ses parents. Une fois l'a particulièrement marquée. Un soir, en rentrant dans la salle de bain, elle est tétanisée par une vision d'effroi. L'instant d'une fraction de seconde, la baignoire est tapissée de sang. Elle jure de l'avoir vue remplie d'un liquide rouge suintant sur les bords. Maria se souviendra toujours de la stupeur sur le visage de sa sœur, la voyant ressortir blanche de la salle de bain, et de l'éclat de son rire quand elle lui a dit d'une voix tremblante qu'elle ne doit jamais utiliser cette baignoire. La sœur, elle rigole, et bah elle va moins rigoler quand ça va être elle en sang dans la baignoire, putain. Un jour, elle demande à sa grand-mère pourquoi ils ont toujours ces deux chambres. Amusée par sa question, sa grand-mère lui répond qu'elle n'arrive simplement pas à louer la chambre 27, étant donné qu'il y a une porte communicante avec la 26. C'est donc plus pratique pour ses parents et pour les filles. Sur le moment, sa réponse semblait logique, et elle n'a pas posé plus de questions. Il y a anguille sous roche. Et j'ai 70 ans. Pas plus tard que le week-end d'après, en famille chez sa grand-mère, quelqu'un évoque l'hôtel et un article sur ce dernier, suite à une rénovation en 2016. Sa grand-mère s'offusque que l'on parle de ce torchon. Elle explique que le journaliste a complètement omis la période où l'hôtel fut le QG de la Gestapo en 1944 pendant l'occupation. Elle raconte même le moment émouvant où un ancien résistant a reconnu la salle de bain de la chambre dans laquelle son camarade avait été torturé à mort, sous ses yeux, dans la baignoire. Je vous laisse deviner le numéro de la chambre, oui, le numéro 27. Profite de cette histoire qui m'a glacé le sang pour faire une pause, car moi-même j'ai eu peur en racontant, hein, ok, donc me jugez pas. Et en même temps pour vous demander de vous abonner. C'est gratuit et ça me soutient énormément. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi soutenir financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre juste à côté du bouton s'abonner. Ça me permet de continuer les projets et de pouvoir rester à 100% dedans, à créer du contenu pour vous. Alors merci à tous, que vous me souteniez financièrement ou pas, évidemment. On passe maintenant à la prochaine histoire. Cette histoire, c'est celle de Lucas et il nous raconte l'expérience la plus traumatisante de sa vie. Cette histoire se passe récemment, le vendredi 10 mars 2023. À ce moment-là, il rentre chez lui, heureux d'être en week-end. Il écoute de la musique et mange avant d'aller se coucher vers minuit. Jusqu'ici, une soirée normale. Ce soir-là, même si ce n'est pas habituel, il s'endort assez facilement et dort profondément. Mais au bout d'un moment, un bruit parasite et répétitif le réveille, comme si quelqu'un toquait à la fenêtre de sa chambre. Il se dit que ce n'est pas possible, étant donné qu'il avait bien fermé son volet avant d'aller se coucher. Et le bruit persiste, et une lumière inhabituelle l'éclaire, semblable à une lumière d'un téléphone, d'un flash ou d'une lampe de poche. Il se retourne vers sa fenêtre et à sa grande surprise, un homme a réussi à s'introduire dans sa cour, à ouvrir son volet et à s'encastrer dans l'encadrement de sa fenêtre. Il est là, accroupi et plié dans l'encadrement de la fenêtre, le fixant alors que Lucas se réveille, complètement choqué. L'homme toque à la fenêtre avec insistance et lui fait coucou, avec la main dans laquelle il tient son téléphone. Il continue sans cesse de toquer et de faire ce geste de la main, mais il s'arrête uniquement lorsque Lucas le regarde sans le lâcher des yeux. Il se retourne pour prendre son téléphone et l'éclairer, mais dès qu'il arrête de le regarder, l'homme recommence à toquer à la vitre encore plus fort, comme pour attirer son attention. Il lui est impossible de voir le visage de l'homme entièrement, comme si une lumière ou un reflet l'en empêchait, mais il voit tout le reste de son corps. L'homme a réussi à se plier pour rentrer entièrement dans l'encadrement de la fenêtre. C'est un contorsionniste le mec. Il est juste venu s'entraîner, il fait coucou à Lucas pour le rassurer. J'essaie de me rassurer comme je peux, ok? Imaginez un mec qui se faufile sous votre volet et se cale dans l'encadrement de votre fenêtre. Bon, j'ai une fenêtre juste à côté de moi, sûrement comme vous d'ailleurs, et vous pouvez bien imaginer comment ça peut être flippant, surtout en pleine nuit. Pendant donc de longues secondes, Lucas reste figé de panique et d'incompréhension, le fixant, se demandant ce que l'homme peut bien lui vouloir. Est-il en danger? Lui veut-il du mal? Qui est-ce? Et comment a-t-il réussi à ouvrir son volet pour venir s'installer sur le rebord de la fenêtre? Il l'ignore et il décide de sauter de son lit et de courir
courir vite aller réveiller sa mère pour lui en parler. Quand elle se réveille, elle n'a pas l'air très surprise quand il lui dit qu'un intrus le fixe en train de dormir. Elle tente même de le rassurer en disant « Oh, ne t'inquiète pas, tu as sûrement fait un rêve. » Alors déjà, ça s'appelle un cauchemar, hein. Et ensuite, pas très surprise? Pardon? Ta mère, elle a un souci, non? Moi, mon gosse, il me dit ça en pleine nuit, je suis pas bien, je me pince pour savoir si c'est un cauchemar ou pas. Hein. Mais il explique qu'il n'est plus un petit enfant qui va voir sa maman quand il fait des cauchemars. Il est entièrement sûr que ce qu'il vient de voir est réel. Ses rêves ne ressemblent pas du tout à ça. Tu m'étonnes, les miens non plus. Hein. Et selon lui, il est tout à fait normal de prévenir sa mère qu'un intrus s'est introduit dans leur cour pour les regarder par la fenêtre en pleine nuit. Non, moi je pense que t'aurais dû te tourner dans l'autre sens et te rendormir tranquille, ça va passer, hein. Le déni c'est bien aussi. Finalement, il a demandé à sa mère de le suivre dans sa chambre pour lui prouver que c'est réel et lorsqu'ils arrivent, le volet est grand ouvert, mais l'homme a disparu sans aucun bruit. La mère évidemment le croit encore moins, mais pour lui c'est sûr, le volet devant lui est ouvert, et cela alors qu'il l'a bel et bien fermé avant d'aller se coucher. C'est la seule petite preuve du passage de ce mystérieux individu qui semblait absolument vouloir entrer en contact avec lui pour une raison inconnue. Il ignore encore aujourd'hui qui est cet homme, comment il a réussi à escalader le mur et à se plier tel un gymnaste pour entrer entièrement dans l'encadrement de sa fenêtre. Il ignore ce qu'il lui voulait et comment il a réussi à trouver sa maison. Est-ce une simple mauvaise blague de la part d'une de ses connaissances, ou bien une personne réelle en détresse qui avait besoin qu'on lui ouvre? Peut-être une personne déséquilibrée qui aime fixer les gens dormir la nuit. C'est plus probable en effet, mais pas plus rassurant. Il n'a pas réussi à bien dormir après cet événement. Tu m'étonnes. Et il a peur que ça recommence, car si des gens réussissent à s'introduire chez lui en escaladant le mur et à ouvrir des volets ou des portes qui sont pourtant fermées, alors il ne se sent pas en sécurité dans sa propre maison. Et cela pose un réel problème. Bah non, pourquoi? Voyons, pas besoin de s'inquiéter. J'ai peur moi-même, voilà, j'ai peur. Il n'a pas pensé ni eu le temps de prendre une photo sous le coup de la panique. Et il pense que de toute manière, l'homme aurait eu le temps de prendre la fuite pendant qu'il aurait pris son téléphone pour le prendre en photo. En tout cas, si ce genre d'événement se reproduit, il nous tiendra au courant. Et on part maintenant pour la dernière histoire de cette vidéo, celle où vous devez vous abonner, liker et partager pour me soutenir. Et évidemment, si vous souhaitez voir plus de vidéos d'horreur terrifiantes, c'est par ici. Bisous la famille. Je sais, le moment où j'attends pour dire bisous à la famille est très long et très malaisant. Et d'ailleurs, le moment où j'attends comme ça sans rien dire est aussi très malaisant, regardez. Parce que là, j'ai pas coupé, hein. Pas une image fixe, c'est juste moi. Bonne ambiance, hein. Super mon métier, j'adore.